Bon, alors nous allons démarrer. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire dédié à la diversification vers le secteur de la défense et plus particulièrement pour vous aider à prendre, à réfléchir à une stratégie pour intégrer et travailler avec l'industrie de la défense. Je me présente, je suis Véronique Tallement, j'accompagne des entreprises dans des sujets de diversification, c'est-à-dire que l'on cherche des sources de revenus complémentaires à ce qu'elles font aujourd'hui. Et je vous propose de nous pencher sur le secteur de la défense, qui est un des secteurs très demandés en ce moment. J'en profite pour vous remercier aussi pour le temps que vous accordez aujourd'hui à cette réflexion, pour votre participation. Et j'en profite aussi également pour vous dire qu'à tout moment, vous pouvez prendre rendez-vous via l'onglet en haut de l'écran. Donc, prendre rendez-vous qui est ici. Et ultérieurement, si vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous présenter dans le chat. Et pour cela, de répondre à 3 questions. Et je vous demanderai de faire attention. Je conseille quand vous répondez, de ne pas taper entrée à chaque fois que vous répondez à une des questions, mais de mettre par exemple 1, répondre à la première question, et puis dans la foulée 2 et 3, et ensuite à la fin uniquement de taper sur entrée. Donc voilà. Donc, première question, quel est votre business? Que commercialisez-vous? Deuxième question, quel est votre obstacle numéro 1 en matière de diversification vers un autre secteur? Et troisième question, quelle est votre échéance? Donc voilà, si vous voulez bien répondre à ces 3 questions. Même si j'ai pas l'impression de voir au chat. Je vois consultant de société de sol, consultant de stratégie de formation, accompagnement à la recherche d'aide publique, diversité des acteurs et des pratiques dans ce domaine, à venir. Expérience de résidence suffisante, à l'échéance précise. Ensuite, prospection, conseil en forestier, face à des difficultés de qualification, construction de cycle industriel,
Conseil en performance industrielle, développement de l'entreprise. Donc voilà. Euh, alors, je pense que apparemment, il y a le plus gros des difficultés, c'est de savoir qui approcher, c'est d'avoir le bon réseau et de savoir comment s'y prendre. Et je dirais, le plus gros problème de tout le monde, parce que c'est un secteur qui est très vaste. Alors, pourquoi parler de la défense aujourd'hui? Tout d'abord, c'est un secteur qui est en croissance et en mutation. Donc, le secteur de la défense a toujours eu des besoins parce que, à part faire paraître un pays qui n'a pas le droit ou qui n'a pas de marché défense, et encore, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de marché défense qu'il n'a pas une industrie pour se protéger. Mais sinon, c'est une partie du, c'est un secteur de l'industrie qui existe toujours. C'est juste qu'il y a des périodes où malheureusement, le secteur est plus en tension parce qu'il y a plus de demandes. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte géopolitique qui est un peu pelleté et qui en fait un secteur avec une forte demande. Aussi, pourquoi c'est un secteur qui est en mutation? Parce que avant, le secteur faisait appel à des process R&D qui étaient très longs et très coûteux et qui étaient gérés par des grands groupes. Je vous parle de ça il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite et ont besoin d'aller de plus en plus vite. Donc, cette méthodologie ne fonctionne plus vraiment. Alors, si elle continue à fonctionner pour certains projets, mais sinon, les grandes sociétés aujourd'hui préfèrent intégrer des produits déjà développés par des startups, des TPE, des PME et même des ETI pour aller plus vite et pour répondre à l'urgence opérationnelle. Il y a aussi le besoin accru d'innovation, de souveraineté, de compétences civiles. Il faut s'adapter et aller vite. Par exemple, une société qui, il y a quelques mois, m'a appelé, une grosse société, hein, pour me demander si je connaissais une technologie de détection de drones, mais des drones qui n'arrivent pas par les airs. Donc, historiquement, les drones arrivaient par les airs et ils arrivent toujours par les airs, mais aujourd'hui, sur le terrain, ils sont cachés dans les hautes herbes et quand les chiens arrivent, ils se lèvent et ils attaquent les chiens. Donc, on n'est plus sur des mêmes façons de détecter les menaces et qui n'arrivent plus forcément de la même manière et du même endroit. Donc, on se sert de ce qui existe en fonction du besoin à l'instant T. Et c'est là où on a aussi une croissance de ce que l'on appelle les technologies duales, c'est-à-dire des technologies et des services qui, à la fois, ont des applications dans le civil et dans le militaire. Parce que besoin d'aller toujours plus vite, besoin d'intégrer ce qui est existant, parce que ça change très vite sur le terrain. L'objectif du webinaire est de vous aider à comprendre la logique du secteur et des acteurs de la défense. C'est aussi d'identifier ou de commencer à vous aider à identifier pour vous des passerelles pour votre entreprise et aussi également de comprendre les défis pour accéder à ce secteur. Si vous comprenez bien que c'est un secteur qui, comme beaucoup de secteurs, a ses barrières, et puis, qui a aussi d'autres difficultés à prendre en compte, c'est tout ce qui est secret et sensibilité des informations. Le but étant de vous permettre de vous faire une introduction au secteur de la défense et de vous permettre de décider si oui ou non ce secteur a du potentiel pour vous et pour pouvoir creuser un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une attente qui n'apparaît pas au-dessus pour vous?
OK, c'est bon, alors je vous propose de continuer. Alors, tout d'abord, avant tout, le secteur de la défense, une définition. Donc, c'est un écosystème qui est complexe mais ouvert. Donc, le secteur de la défense, ce n'est pas seulement tout ce qui est chars et armes d'attaque et missiles. Ça regroupe l'ensemble des activités, des technologies et des entreprises dédiées à la protection des États, la protection des populations et des infrastructures stratégiques. Donc, nous avons les États qui sont des États maîtres, qui ont le budget, les politiques de défense des forces armées nationales. Il y a aussi l'industrie de l'armement qui conçoit, qui produit et qui maintient le matériel, les équipements en service de soutien opérationnel. Il y a tout ce qui concerne la R&D pour aider à développer euh, toutes ces branches du secteur. Et puis, il y a toute la chaîne d'approvisionnement qui comprend les PME, les ETI, les sous-traitants et tout ce qui est composants critiques. Et puis aussi, c'est un secteur où il y a pas mal de coopération internationale également. Alors, qu'est-ce que l'on a? Les grands acteurs du secteur de la défense. En haut, vous avez les clients. Les clients, c'est le ministère des Armées, c'est la DGA, la Direction générale de l'armement, avec le ministère des Armées et toutes les armées utilisatrices, que ce soit l'armée de terre, la marine, l'air et l'espace. Donc ça, ce sont les clients finaux. Et quand vous approchez le secteur, il faut que vous réfléchissiez comme une approche d'un autre secteur. C'est-à-dire que il y a ceux qui vont utiliser, il y a les clients finaux, ceux qui vont influencer et ceux qui vont acheter ou faire produire. D'accord? En dessous, vous avez tout ce qui est tout ce qui concerne les grands donneurs d'ordre qui vont travailler et qui vont être leurs clients à eux. Et c'est là où il faut vraiment intégrer ce concept. Qui est votre client à vous? Et donc, vous avez tout ce qui est armée de terre, MBDA, Archimus et MDS. Donc, ça, ce sont les grands donneurs d'ordre qui travaillent pour tout ce qui est armée de terre. Et ensuite, vous avez Naval Group qui, en gros, s'occupe de tout ce qui est marine. Et enfin, vous avez tous les grands donneurs d'ordre qui s'occupent de l'armée de l'air, c'est-à-dire vous avez Dassault Aviation, Thales, Safran, Airbus Défense et Space et Ariane Group. Donc ça, ce sont les grands acteurs les grands acteurs du secteur de la défense. La diversité des champs d'action, parce que je pense que c'est important de comprendre un petit peu tout ce qui peut s'y passer. Donc, et d'ailleurs, j'avais fait suite à ma participation au DSEI, c'est le Salon international de la défense et de la sécurité. En novembre l'année dernière, j'avais publié un petit carrousel qui montrait quelques applications que j'avais repérées sur le salon et la diversité. Et là, cette semaine, je vais en republier un parce que j'ai participé au salon Milipol à Paris dernièrement. Et Milipol, est un salon qui se concentre sur la sécurité intérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par une définition de la défense, parce que la défense, ce n'est pas uniquement comment aller être déployé opérationnellement sur le terrain en tant que guerre, c'est aussi se défendre, mais c'est également protéger, et ça comprend tout ce qui est force militaire, police et sécurité intérieure et protection des sites sensibles. Donc, vous avez une définition assez large. Et souvent, les entreprises qui travaillent dans la protection des sites sensibles ont plus ou moins des liens directs ou indirects avec le secteur de la défense tel que l'on entend la définition pure. Donc, vous avez aussi bien du matériel médical que des constructions de bateaux, que des équipements et des vêtements euh, pour, euh, pour la vie de tous les jours, pour les armées ou les forces de police.
mais également pour des conditions extrêmes, hein, comme des opérations dans des pays très froids. Vous avez tout ce qui est équipement de sauvetage, vous avez tout ce qui est hélicoptères, avions et drones, et évidemment, vous avez tout ce qui est camions, voitures, chars, etc. Et en haut, en droite, vous avez une petite photo d'une pièce forgée, parce que pour pouvoir fabriquer tout ça, vous avez toute une industrie derrière, que ce soit le métal, le composite, l'électronique, l'électrique, et toute une branche de R&D et de haute technologie qui servent à alimenter tous ces grands acteurs qui vont fabriquer, et ces PME qui vont fabriquer tous ces équipements. Donc, par exemple, enfin, je vous dirais que ne vous fermez pas la porte si vous avez une idée ou si vous pensez que votre business ou ce que vous vendez ou un des produits et services pourrait être applicable dans ces domaines-là. Ne vous fermez pas la porte parce que c'est un domaine où la diversité est très importante. Quelques exemples de... Est-ce que pour l'instant, vous avez ces choses-là, ce que je vous ai présenté, vous a interpellé? Est-ce que vous pensez que vous avez un produit ou un service qui pourrait venir s'imbriquer dans une de ces branches de la défense? Alors, est-ce que les armées ont des centres d'appel? Je pense qu'on a déjà eu la conversation. Alors, la gendarmerie, excusez-moi, la gendarmerie dépend de l'armée. La police, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont deux entités différentes, mais dans la définition de la défense, oui, ils sont partie de la défense, puisque la police fait partie de l'entité qui sert à protéger les personnes, des bâtiments. Donc, oui, la police fait partie de la défense, simplement, elle ne dépend pas du même ministère. La police, c'est le ministère de l'Intérieur. Je travaille avec les deux, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur et l'armée. Et ils se parlent. Mais ils ont des ministères différents. Est-ce qu'ils ont des centres d'appel? Alors, je pense que oui, il doit y avoir des centres d'appel. Maintenant, il faut creuser. Alors, je pense qu'on avait parlé des centres d'appel, si vous avez au téléphone. Alors, on est plus peut-être dans les réponses quand les gens appellent la police, la gendarmerie, là, il y a des centres d'appel, ou alors quand les gens appellent les urgences aussi. Donc là, il y a évidemment des centres d'appel. Ensuite, il faudrait poser un peu plus loin pour savoir si d'autres secteurs, d'autres sections de du ministère ou d'autres centres d'appel. Comment répondre à des besoins de telle nature pour le TPE? On va voir un petit peu plus loin, je pense qu'il faut s'inspirer de toute la présentation. En gros, Monique, je vous coupe parce qu'on vous entend très mal. Il faut que vous oui, vous rapprochiez de votre ordinateur, du micro de votre ordinateur. d'accord. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, comment répondre à de tels besoins avec une TPE? Eh bien, alors, inspirez-vous de toute la présentation, mais en fonction de ce que vous proposez, alors, il faudra toujours essayer d'approcher le client final. Parce que lui peut très bien, lui va vous dire si oui ou non il est intéressé par votre produit, mais ensuite, tout de suite et assez rapidement, c'est identifier quels sont les grands donneurs d'ordre et les personnes qui travaillent les rangs 1 et les rangs 2 avec ces grands donneurs d'ordre pour savoir qui va être votre client à vous. D'accord? Exemple de diversification, exemple d'entreprise, et là je vous parle de TPE et qui sont devenus des PME. Hein. Donc, exemple de diversification d'entreprises qui ont franchi le pas. Par exemple, j'ai une société, une PME qui a commencé il y a une trentaine d'années par fabriquer des radars civils. Et ces radars étaient destinés à éviter les collisions dans des environnements miniers, très poussiéreux. Donc là, on est clairement sur des applications civiles. Aujourd'hui, leurs équipements
on les vend, et je suis très impliquée dans cette activité-là, on les vend pour sécuriser des sites sensibles. Donc régulièrement, nous sommes sur des aéroports, des ports, aussi bien militaires que civils, et la protection, pour la protection de sites sensibles. Également, ce sont ces mêmes personnes qui vont chercher à avoir une solution de détection avec ce type de technologie pour pouvoir déployer sur des sites très opérationnels et voir les menaces arriver de très loin. Donc voilà comment cette entreprise-là est passée d'une technologie avec des applications civiles à une technologie pour la sécurité et la sûreté. Ensuite, par exemple, j'ai une autre entreprise, une PME également. Alors, quand je vous parle de PME, ce ne sont pas des grosses PME, hein, d'une quinzaine de personnes qui ont commencé il y a une vingtaine d'années également à fournir des câbles pour la télécommunication. Aujourd'hui, alors quand je parle de câbles, ce sont des câbles qui servent à faire de la communication à distance. On n'est pas sur du filaire, ce sont des câbles spéciaux. Mais aujourd'hui, leurs équipements sont chez Ariane, sont dans les fusées, chez Thales, sur des satellites, chez Airbus pour la connexion Wi-Fi à bord, chez MBDA pour le guidage des missiles. Donc voilà, clairement, ce sont des PME qui sont passées, TPE, PME, qui sont passées du civil à la défense. Des sociétés, des forgerons aussi, qui passent de l'automobile à la fabrication d'équipements militaires. Des sociétés de fabrication de vêtements et d'équipements que j'avais rencontrées sur Unipol, qui, eux, ont commencé il y a très longtemps par des équipements voilà, de natation pour les particuliers et aussi pour les équipes nationales de natation française, et qui aujourd'hui vendent des équipements. Donc, ils ont fait une section sécurité, vendent des équipements de flottaison pour des professionnels et de la sécurité. Et puis enfin, il y a un article que j'ai publié cette semaine. Ils vont m'autoriser à donner leur nom. C'est une société qui s'appelle Reflet du Monde. Et eux sont partis d'une fabrication de drones civils à répondre à une problématique civile qui était la lutte contre les incendies. Voilà, donc lutte contre les incendies, à une application militaire, donc là directement pour la DGA, pour sécuriser les essais pyrotechniques. Donc on est toujours dans la lutte contre le feu, mais au lieu que ce soit contre les incendies, applications civiles, c'est pour les incendies qui pourraient se déclarer, mais dans le cadre d'actions militaires. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ces exemples? Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, comment avoir les besoins. Donc, vous avez diverses manières de détecter les besoins. Soit vous avez les plateformes d'appel d'offres, d'accord, publiques, où les besoins sont publiés, quel que soit le besoin. Si ça fait, excusez-moi, s'il y a l'objet d'un appel d'offres, ce sera via les plateformes d'appel d'offres. Ou alors, vous vous approchez de vos clients que vous aurez identifiés. Et là, c'est une question de relation, de continuer déjà de voir s'il y a un appétit pour ce que vous vendez, ce que vous commercialisez, et de construire une relation avec eux. Et eux vont automatiquement vous consulter s'il y a des besoins. Mais tout comme dans tout autre secteur, il faut identifier vos clients. D'accord? Donc, entrer dans la défense, un pari réfléchi. Donc, oui, il y a certains risques à
à intégrer le secteur de la défense et ça n'est pas forcément facile. Il y a des risques, des contraintes, travailler avec la direction, avec la DGA ou un acteur de la base industrielle et technologique de défense, qu'on appelle la BITD. Les volumes ne sont pas toujours importants. Il y a des personnes que j'approche parce que j'ai des besoins, parce que quelquefois des acteurs, des grands donneurs d'ordre avec qui j'ai une relation me disent Véronique, on a besoin de ci ou de ça. Je fais appel à mon réseau et certaines entreprises, notamment celles qui sont habituées à de très gros volumes, ne sont pas intéressées parce qu'on parle de 500 pièces par an. Donc, les volumes ne sont pas toujours importants. Par contre, ils sont récurrents et sur une longue durée. Les cycles peuvent être très longs. Typiquement, si on est, à moins que vous ayez un produit standard, mais si vous êtes sur de la sous-traitance ou des produits qui sont développés à façon, typiquement, pour arriver à un prototype, il faut entre 6 mois et 2 ans. Ensuite, alors ça se fait avec le grand donneur d'ordre, hein, d'accord? Que vous aurez identifié dans une des premières slides, des premières diapositives, je vous ai donné la liste des grands donneurs d'ordre de la défense. Donc, il y a une phase de prototype. Ensuite, ils vont vous qualifier et ça peut prendre encore 1 ou 2 ans. Donc, on est sur un cycle de plusieurs années. Et ensuite, ils vont passer, une fois que vous êtes qualifié, ils vont passer à la phase industrialisation. Et là, et c'est pour ça que je dis c'est quand même important que vous approchiez, que vous présentiez aux clients et aux grands donneurs d'ordre, parce que une fois que vous avez fait ce parcours qui peut quelquefois être un parcours du combattant, une fois que vous êtes qualifié, les grands donneurs d'ordre vont dire à leurs fournisseurs, OK, maintenant on y va, on fait ça, on fabrique ça, et au fait, nous avons qualifié cette liste d'entreprises. Et une fois que vous êtes qualifié, que vous êtes sur la liste, ils ne peuvent pas, ou alors c'est très long et très coûteux pour eux, ils ne peuvent pas utiliser d'autres fournisseurs, d'autres entreprises, d'autres sous-traitants. Donc, c'est un cycle qui peut être long, mais une fois que vous êtes qualifié, ça peut être très lucratif et surtout les volumes qui ne sont pas importants, mais ils sont récurrents et ils sont là sur la durée. Vous êtes tranquille pour je dirais, quelquefois une bonne dizaine d'années. Il ne faut pas oublier que, alors il y a des marchés aussi qui sont liés à la défense, hein, des marchés spécifiques. Par exemple, quand je parle du marché de protection de sites sensibles, il y a un marché qui s'appelle SecPro. Et là, pour un minimum de 4, 5, voire 7 années, parce que ça peut être reconductible, la DGA donc, choisit les grands donneurs d'ordre qui vont être impliqués dans ce marché. Et puis ensuite, ces grands donneurs d'ordre et leurs sous-traitants sont aussi, on va dire, qualifiés pour X années. Et donc, c'est très important que vous soyez représentés chez ces grands donneurs d'ordre. Il y a aussi des exigences en matière de certification et d'habilitation, d'accord, avec des conditions génériques et des habilitations, des procédures et des normes. Il faut que vous soyez juridiquement et financièrement solide. Donc, ce sont des éléments qui sont vérifiés plus que dans d'autres secteurs. Ils vont vérifier aussi que vous ayez des compétences techniques, organisationnelles et industrielles. Ils vont vérifier que vous respectez bien toute la réglementation relative au secteur de la défense. Et là, vous avez des projets qui demandent une classification secret ou très secret. Donc, vous avez des diffusions restreintes, vous avez secret et très secret. Et là, ces habilitations-là sont délivrées par ce qu'on appelle le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Mais encore une fois, je connais pas mal de PME qui finalement, parce que ça peut être assez long, finalement n'ont pas besoin d'obtenir ces habilitations
parce que les grandes entreprises avec lesquelles ils travaillent, pour lesquelles ils travaillent, c'est elles qui ont ces habilitations et comme elles sont portées par ces entreprises, elles n'ont pas besoin de vivre ce parcours pour aller jusqu'à la fin de l'habilitation. Et ce qui se passe, c'est que les sociétés pour lesquelles elles travaillent, donc par exemple Thales, eux ont l'habilitation secret, très secret. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'occuper de morceler les documents pour ne donner à vous que les informations qui vous sont nécessaires et pas le document entier. Et de cette manière, ça peut vous dédouaner d'avoir une telle habilitation. D'accord? Donc, encore une fois, c'est important que vous soyez porté par une de ces grosses sociétés et leurs sous-traitants. Puis enfin, c'est important que vous preniez en compte la gestion d'image, des données et de la confidentialité. Pourquoi? Parce que bien, une fois que vous êtes dans ce secteur-là, vous êtes un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, si je peux me permettre, surveillé que dans d'autres secteurs. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, que ce soit dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Et il faut faire attention aussi au profil de vos employés. Parce que, par exemple, si vous devez intervenir ou visiter un site militaire ou un site très sensible, tout comme sur des sites nucléaires, par exemple, vous avez X semaines où vous portez, enfin, vous donnez tous vos éléments, ils ouvrent un dossier, et puis vous avez X semaines pendant lesquelles ils se renseignent, et puis à la fin, vous êtes accepté sur site ou non. Et pendant ces semaines-là, évidemment, ils regardent un petit peu tout ce qu'ils doivent voir à votre sujet. Donc voilà, bon, ça fait partie des éléments. Donc la gestion d'image est quand même importante aussi. Il ne faut pas, il ne faut pas l'oublier. Je vais regarder un peu parce que je, je dois fermer mon ordinateur pour voir mes chats et vous ne m'entendez plus. Donc, je vais juste vérifier que vous ayez les questions que vous m'avez posées. Alors, par exemple, j'ai une question qui me demandait sur un projet pour être habilité. Donc, donc je viens d'expliquer que soit pour éviter les habilitations, il faut être porté par un grand donneur d'ordre qui va morceler les documents et donner les informations qui vous sont uniquement nécessaires. Soit, en effet, quelquefois, un projet, donc participer à un projet, si votre produit est vraiment intéressant et qu'ils veulent travailler avec vous, travailler sur un projet vous permet d'obtenir cette accréditation, cette habilitation. Donc, vous l'avez une fois, mais vous l'avez. Donc, mais encore une fois, ce projet, vous allez très certainement travailler avec une entreprise qui va vous porter. Je vais vous prendre un exemple dans le déploiement d'une solution de sécurité sur un site. Moi, mes clients sont des fabricants, des concepteurs et des fabricants de technologies, ou même des sociétés de conseil. Ce sont des PME d'une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes. Donc, nous savons que notre client final, c'est par exemple un aéroport militaire. Nous allons présenter nos technologies sur les clients finaux parce que mais il faut qu'ils connaissent la technologie et que l'on comprenne si oui ou non ça les intéresse. À partir de là, eux vont nous orienter ou non, mais c'est à nous de trouver, mais au final, j'ai fini par trouver vers ce que j'appelle l'équivalent des grands donneurs d'ordre, mais ce sont ce qu'on appelle des intégrateurs, donc des SPI, des SNEF, des CGLEC Défense,
Donc, ce sont des grosses sociétés nationales qui vont intégrer toutes sortes de services et de produits sur un site. Et nous faisons partie de ces produits et de ces services qui vont aller sur ce site. Donc, j'ai beau avoir un client en face de moi, un aéroport militaire, qui me dit: «Oui, madame Talmont, j'adore votre technologie, on en veut, on en a besoin». D'accord? Mais eux vont me dire: «Il y a très forte chance qu'on doive passer par un appel d'offres». D'accord? Donc, et ensuite votre technologie, comment fait-on pour l'installer? Parce qu'il va falloir creuser, mettre de la fibre, il va falloir me faire un service informatique, une salle avec un serveur, et cetera. Il va falloir aussi des caméras, il va me falloir former les opérateurs. Donc, est-ce que vous faites tout ça? Donc moi, non, clairement, mon client ne fait pas ça. Mon client conçoit et fabrique des radars, il sait l'installer et le paramétrer, mais mon client n'est pas une entreprise du génie civil. Il ne va pas creuser des tranchées sur l'aéroport pour faire tous les raccordements. Donc, de toute manière, soit on se met en groupement avec des électriciens, des entreprises, du bâtiment, du génie civil, et on approche tous en groupement ce client final pour répondre à l'appel d'offres. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Donc, soit vous cherchez ce qui vous manque et vous vous mettez en groupement pour pouvoir répondre aux besoins du client final, soit vous vous mettez en sous-traitance chez un intégrateur qui, lui, les SPIE, les SNEF, les CGLEC, les Vinci, tous ces grands intégrateurs de la sûreté et de la sécurité, qui vont, eux, prendre votre technologie, qui vont faire appel à des prestataires du bâtiment, qui vont faire appel à des prestataires de logiciels et autres conseils en termes informatiques. Ce sont des intégrateurs. Et donc, vous vous positionnez en tant que sous-traitant. D'accord? Comment entrer dans la chaîne de valeur? Donc, identifier un domaine d'intervention qui est compatible, que ce soit maintenance, ingénierie, logiciel, matériaux, cybersécurité. Prendre contact avec la DGA ou un grand maître d'œuvre du secteur pour référencer l'entreprise. Donc, encore une fois, DGA, c'est votre client. Et souvent, même si ce n'est pas eux qui vont acheter directement, forcément votre produit, ils vont être de très bons conseils. Déjà, ce sont des gens qui sont très curieux, qui aiment bien savoir ce qui se passe, ce qu'il y a comme technologie. Ils vont pouvoir aussi influencer leurs fournisseurs, les grands donneurs d'ordre. Ils vont pouvoir faire monter des expérimentations avec un certain budget, surtout quand il y a des coûts de budget pour pouvoir tester votre technologie. Mais attention, ça n'est pas parce que vous avez fait tout ça qu'ils vont vous acheter. Comme je viens de l'expliquer, il va forcément y avoir à un moment donné peut-être un appel d'offres et donc quelque part, il faut pouvoir y répondre. Encore une fois, soit seul, soit en groupement, soit vous vous positionnez chez des grands intégrateurs qui, eux, ou donneurs d'ordre, qui, eux, vont répondre à ces appels d'offres. Et en fonction de votre positionnement, soit vous lancez une demande d'habilitation, soit vous mettez en place une politique de sécurité défense et vous faites vous-même votre habilitation, mais c'est plus long. Mais en tous les cas, il faut participer à des programmes ou des appels à projets européens ou vous inscrire sur des plateformes d'appels d'offres publics. Parce que c'est là aussi où il va y avoir certains des appels d'offres. Pas tous. Ce sont encore une fois les grands donneurs d'ordre qui détiennent les contrats. Encore une fois, par exemple, je vais faire une comparaison avec l'aéronautique. Tout le monde veut travailler avec Airbus. Ça, quels que soient mes clients, qu'ils soient français ou étrangers, quand on est sur des salons, ils veulent tous un rendez-vous avec Airbus. Sauf que Airbus, alors je sais que c'est une entreprise avec un très haut profil, mais Airbus va très rarement acheter à des PME. Airbus va se reposer sur des grands donneurs d'ordre qui vont fabriquer pour Safran, Thales, tous ces grands donneurs d'ordre. Et eux, ces grands donneurs d'ordre vont
se reposer sur toute une flopée d'entreprises pour les aider également. Donc, vos clients, votre client, ça n'est pas forcément Airbus. À vous d'identifier votre client. Alors, on arrive sur la fin et je voudrais quand même dire que le terrain, ça reste quand même une valeur sûre. Donc pour pouvoir identifier, analyser, rencontrer ces personnes-là, vous avez des salons et des événements qui sont quand même assez clés et où vous avez tous ces grands acteurs qui sont regroupés, qui sont très demandés aussi d'ailleurs. Ce n'est pas très facile d'obtenir des rendez-vous. Et là, je serais ravie de vous aider, mais en tous les cas, vous avez Milipol Paris qui vient de se passer, qui était en novembre à Villepinte. Et Milipol, vous avez la spécialité de Milipol, c'est tout ce qui est sécurité intérieure de l'État. Et c'est là, vous avez tout ce qui concerne la police et la gendarmerie, tout ce qui est aussi équipe pour la sûreté, la sécurité, les pompiers. Donc voilà, tout ce qui est police, militaire et sécurité. D'accord? Ensuite, vous avez, et c'est tous les 2 ans, vous avez Eurosatori. Généralement, ces salons sont tous les 2 ans. Eurosatori, qui lui va se tenir en juin 2026 à Paris également. Eurosatori, c'est un peu plus large que Milipol. Là, vous allez vous concentrer sur la défense, la sécurité terrestre et aéroterrestre. D'accord? Donc là, vous allez commencer à voir. Alors, autant vous ne voyez pas forcément ça sur Milipol, mais autant sur des salons comme Eurosatori, vous allez commencer à voir des chars, des missiles et tout ce qui est équipement de défense de plus grande envergure. Ensuite, vous avez, alors, c'est en alternance, Farnborough qui est près de Londres et le fameux salon du Bourget Paris Air Show. Eux aussi sont en alternance. Une année, c'est au Bourget, une année, c'est à Farnborough. Et en juillet 2026, c'est l'année au Royaume-Uni. Donc, vous avez un salon qui est défense, mais qui s'étend un peu plus loin puisque lui va aller dans l'aéronautique et le spatial. Donc, c'est défense plus aérospatiale, tout comme au Bourget, défense plus aérospatiale. En novembre 2026, vous avez Euronaval, qui là, comme son nom l'indique, va se concentrer sur tout ce qui est marine, d'accord? Défense navale de défense mondiale. Et puis en 2027, donc, du fait qu'en 2026, ce sera Farnborough, vous aurez le salon du Bourget qui va à nouveau se tenir. Et puis en 2027 également, puisqu'il s'est tenu cette année, le DSEI, le Salon de la Défense et de la Sécurité, qui se tiendra à Londres. Donc, Milipol, très axé militaire, police, sécurité intérieure, d'accord. Eurosatori et DSEI, on va dire, un à Paris, un qui se tient à Londres, très défense et sécurité, multidomaine. Donc, ce sont un peu les équivalents. Et un peu les équivalents aussi défense plus aérospatiale, Farnborough et le Salon du Bourget, qui sont également qui s'alternent une année sur 2. Et puis Euronaval, Défense Sécurité mondiale. Vous avez également d'autres salons, hein, comme le Forum des entreprises défense, le FED, qui s'occupe dont la spécialité est le maintien opérationnel des équipements de maintenance. Donc, si vous pensez que vous avez une activité qui peut, qui peut être applicable dans tout ce qui est maintien opérationnel des équipements, la maintenance, donc ce type de salon-là, qui sont beaucoup plus petits, peut être très utile également pour vous. Donc voilà, je vais juste regarder un petit peu quelles sont les autres questions que vous m'avez posées.
Alors, pour les aides publiques, là, pour le coup, je suis désolée, ça n'est pas forcément mon expertise. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais par contre, on peut s'appeler séparément et puis on aura une discussion. Je peux très bien demander euh, à mes clients, voir avec certains de mes clients comment ils font pour pouvoir recourir à des aides publiques. Concernant, alors il va falloir que je comprenne aussi dans quel contexte. Est-ce que c'est dans le contexte de développement d'un produit ou d'une technologie particulière? Auquel cas, oui, il y a des choses à faire, mais il faut trouver les bons créneaux. Est-ce que vous pensez que votre entreprise puisse contribuer à la défense, sachant que la définition est très large, comme je vous l'ai expliqué? En élu. Donc, ce n'est pas juste tout ce qui est attaque, missiles, chars, tout ce que l'on peut considérer traditionnellement comme faisant partie de la défense, mais ça s'étend à tout ce qui est protection des personnes et des populations, des sites et des infrastructures. Donc, pensez-vous que votre entreprise puisse contribuer à la défense et quel savoir-faire, produit ou service vous souhaiteriez mettre en avant? C'est la question clé à vous poser. Parmi ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire? Et surtout, identifier votre client parmi les grands donneurs d'ordre. Et eux, même si ce n'est pas eux votre client, même s'ils vous disent ce n'est pas nous, on ne va pas vous acheter directement ces entreprises-là, mais ils vont vous aider en partant du principe où vous allez savoir les approcher et vous aider à identifier les entreprises qui travaillent pour eux, qui vont pouvoir vous intégrer dans le système. Donc, pour information, alors, euh, donc vous avez vu, il y a des événements l'année prochaine qui se passent en Eurosatory en 2026. Fambro au Royaume-Uni en 2026. Il faut garder en tête aussi, et ça je vous le dis parce que j'ai une casquette assez internationale, la moitié de mes clients qui sont français, mais l'autre moitié qui ne sont pas français, euh, que la France a un budget défense, euh, mais on se pose beaucoup la question aussi où va ce budget. En tous les cas, il y a des choses à faire avec le marché français, mais moi, mes clients me disent que, par exemple, toute cette année, tout ce qu'ils ont fait avec Thales, rien n'a été pour, pour un projet qui était destiné à l'armée française, à la France. Tout était pour des projets qui étaient dans les pays du Nord, en Pologne, en Allemagne, en Italie ou en Ukraine. Donc voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est très important de vous approcher de ces personnes-là, parce que eux vont, vont avoir chez eux, ce sont des multinationales, et ils vont avoir chez eux tous les projets, et pas forcément les projets liés à la défense française, les projets liés à la défense européenne, voire mondiale. D'accord? Donc, mais gardez bien ça en tête. Il n'y a pas que les projets français, il y a les projets internationaux. Et votre produit, s'il est utile à l'armée française, il est potentiellement votre service très utile à d'autres armées ou d'autres marchés de sécurité. Donc, 2026, les événements à ne pas manquer, c'est Eurosatory, c'est Farnborough et c'est Euronaval pour tout ce qui est marine. Moi, je suis au minimum sur Eurosatory et Farnborough. Euh, je suis sur tous ces salons de toute manière tous les ans. Donc, si je peux vous aider en quoi que ce soit, ça n'hésitez pas, on va pouvoir en parler. Mais en tous les cas, ça se fait très tôt. Parce que vous imaginez bien que pour pouvoir contacter des personnes qui sont très sollicitées,
et qui en plus ont très peu d'acheteurs qui vont sur ces salons. Souvent sur leur stand, ce sont des vendeurs, c'est normal. Ils payent cher leur stand, donc ils ont leur force commerciale. Donc les acheteurs sont très souvent de passage et il faut arriver à savoir qui y va, quel jour et arriver à les appâter pour prendre rendez-vous. Donc ce sont des salons qui se préparent des mois et des mois à l'avance. Donc ne les laissez pas jusqu'au dernier moment, s'il vous plaît. Voilà, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu ou vous a au moins, alors le but c'était de vous donner une vision assez large du secteur pour que vous puissiez voir toutes les ramifications et les opportunités. Ça n'est pas forcément simple d'y arriver, mais c'est normal. C'est un secteur qui a ses leviers. C'est comme le médical aussi. Hein. Enfin, chaque secteur a ses barrières, mais aussi il peut avoir beaucoup d'opportunités. Donc, je travaille énormément avec tout ce qui est militaire et police, et régulièrement sur des sites du ministère de l'Intérieur avec mes clients ou des sites militaires français. Je travaille aussi beaucoup dans l'aérospatial. Tout est lié, hein. Le spatial, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'était pour la gloire des nations, c'était quiconque allait dans l'espace. Aujourd'hui, le spatial est très stratégique pour le militaire. C'est aussi un secteur dont je peux parler l'année prochaine, parce que c'est aussi un secteur qui accueille maintenant énormément d'applications civiles. Donc voilà, nous sommes en train de construire des plateformes qui vont accueillir ceux qui auront les moyens d'aller vivre ou de faire des voyages. Mais donc ça veut dire qu'il y a toute une autre industrie qui vient s'y greffer, comme l'industrie du luxe, qui dit personnes qui ont les moyens de se payer un voyage dans l'espace, dit personnes qui ont les moyens de se payer les combinaisons made luxueuses, voilà. Donc, je travaille dans ces secteurs-là et je travaille beaucoup aussi dans tout ce qui est sûreté, donc protection des sites sensibles et sécurité. Je travaille aussi avec tout ce qui est la réserve de la sécurité civile. Donc, j'ai de réseaux dans toutes ces branches, dans tous ces secteurs-là. Écoutez, je vous remercie. Je vous laisse continuer à me poser des questions si vous le souhaitez. Encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous via le lien qui apparaît sur l'écran. Mais par la suite, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées et on peut se parler, vous pouvez échanger. Donc, je vous laisse me contacter entre maintenant et la fin de l'année. Je suis assez disponible pour pouvoir répondre sur votre projet. J'espère que ce webinaire vous a donné une vision de la défense qui est accessible. Le but, c'était de vous faire comprendre les différentes façons d'y entrer, les différentes façons de déployer vos produits et vos services, mais aussi de vous faire comprendre quelles sont les limites et les opportunités. Voilà. Le but, c'est de vous faire poser des questions, mais les bonnes questions.